Mots et aux souffrances de notre monde. 4 invités avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Fejria Deliba, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice du film D'une pierre deux coups qui sort en France le 20 avril, avant-première demain, le 4 avril au Luxor Palais du Cinéma de Paris dans le cadre du 11e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Myriam Bella joue dans ce film, vous êtes comédienne et vous êtes donc à l'affiche d'Une pierre deux coups, vous incarnez Laïla, on verra tout à l'heure la bande-annonce, sortie donc, je le rappelle, le mercredi 20 avril en France. Ahmed Rayad, bienvenue à vous. Vous êtes fondateur de l'association Marocain Pluriel. Vous êtes basé au Maroc. Vous êtes essayiste, auteur de Mot pour mot, La jeunesse entre racisme, exclusion et espoir. C'est aux éditions La Croisée des Chemins. Et puis l'un des meilleurs joueurs de oud au monde, Tarek Abdallah. Merci d'être avec nous. Vous êtes musicien oudiste. Vous serez en concert les 23 et 24 avril à New York, le 28 mai à Genève, en Suisse, au festival Poussière du Monde. Ahmed Rayad, j'évoquais à l'instant les attentats qui ont frappé Bruxelles il y a près de 2 semaines maintenant. Vous, avec Marocain Pluriel, vous vous êtes mobilisé devant le consulat de Belgique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le message ? Je pense que le message est universel, comme après les attentats dans chaque pays. Il y a cette émotion et puis il y a aussi cette force de la société civile qui ne veut pas se laisser prendre en otage. En fait, les terroristes ne sont jamais excusables. Et ils nous prennent en otage, comme ils prennent toutes les religions en otage. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est le terrorisme n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité, n'a pas de religion. Nous ne nous tairons jamais. Et nous étions une centaine réunis devant ce consulat, toute génération et toute nationalité. Nous avons diffusé la chanson de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Ouais. Il y a un silence qui s'est instauré, il y a des larmes qui ont coulé. Et en fait, c'est ça, c'est faire passer l'envie de l'amour, l'envie de la vie face à la fascination de la mort. Alors depuis 10 ans, vous écrivez chaque semaine une chronique sur la jeunesse et ses mots dans le journal Aujourd'hui le Maroc. Vous en tirez un livre. Pourquoi vous intéressez-vous de si près aux jeunes ? Parce que la jeunesse et la culture sont les clés de nos sociétés. C'est par ces deux axes-là qu'on réussira à aller vers le haut. Au Maroc, 80% de la jeunesse issue de la classe moyenne veut s'en sortir, veut bouger. Et c'est cette classe moyenne qui fait bouger le Maroc, qui travaille, qui se sacrifie pour payer les études à ses enfants. Ces jeunes aujourd'hui s'engagent dans le mouvement associatif. Je pense, on n'a pas la clé de l'insertion qui est l'emploi, mais on a la clé des âmes, des esprits, de l'humanité qui est en nous, c'est la culture. Donc c'est ce que je vis sur le terrain, au sein d'une jeunesse marocaine merveilleuse, qui veut bouger, qui veut s'en sortir. Et ce bouquin, c'est en fait ça. Essayer de faire passer par des mots ce que je vis sur le terrain. Il y a des possibilités, il y a des réalisations, il y a des choses merveilleuses. Et quels sont les mots, justement, MAUX, dont souffrent les jeunes ? Nos jeunes ne s'aiment pas, parce qu'on ne les aime pas. Ils rencontrent souvent le mépris, l'indifférence. On ne les considère pas comme des acteurs de leur propre vie. Moi, je leur dis toujours, la vie, c'est un train. Ne restez pas sur le quai de la gare, montez dans le train. Et si vous pouvez, montez dans la locomotive pour conduire votre propre vie. Il faut sortir notre jeunesse, ou une partie de notre jeunesse, du cycle relégation, marginalisation, exclusion, qui peut mener à la radicalisation. Et la radicalisation, c'est pas seulement l'embrigadement terroriste, ça peut être le suicide, ça peut être l'envie de l'immigration clandestine, la drogue, le hooliganisme. Et ces jeunes sont dans une fascination de la mort, de l'échec. Et certains leur disent, vous ratez votre vie, nous on va vous faire réussir votre mort et votre deuxième vie. Moi je leur dis non, vivez votre vie. Et vous écrivez page 63, effectivement, nos jeunes ne s'aiment pas car ils ne sont pas aimés. L'amour parental, l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour tout court, l'amour familial donc, l'amour tout court, sont les grands absents de leur éducation. Comment voudriez-vous qu'ils aiment l'autre ? Je me tourne vers vous, Tarek Abdallah. Vous vivez aujourd'hui en France, à Marseille, dans le sud de ce pays. Est-ce que vous avez constaté aussi que l'amour, qu'il soit familial ou qu'il soit sentimental avec un ami, une petite amie, est-ce que vous avez constaté que c'était un tabou en Égypte quand vous avez grandi là-bas ou... Peut-être non. En Égypte, j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille qui cultivait l'amour plus ou moins. Ouais. Et j'ai pu vivre des bons moments pendant mon enfance avec mes amis, etc. Après, la vie a changé depuis quelques temps et on devient de plus en plus matérialiste, etc. Une réaction peut-être, Fejria Deliba, à cette question de... La question de l'amour. Ouais, de la jeunesse en tous les cas et de ce problème. C'est vrai qu'il y a quand même un tabou, on l'aborde pas souvent des deux côtés de la Méditerranée, c'est un problème universel. Votre avis à ce sujet ? Moi je pense que, je suis sensible à ce que vous dites. Je pense qu'effectivement l'histoire
de la jeunesse et de l'amour, parce que c'est comme ça que ça a été abordé, c'est une vraie question. Après, comment ça se transmet, l'amour? C'est pas seulement à l'intérieur de la famille. À l'intérieur de la famille, c'est parfois difficile de dire les mots, en fait, avec la parole. C'est pas évident. En revanche, je crois que la sensibilité interfamiliale et intergénérationnelle, il y a quelque chose qui passe là-dedans. Après que ça s'exprime au niveau beaucoup plus général et social, ça c'est encore autre chose. Parce que là, c'est une autre dimension du regard de l'autre sur cette jeunesse, qui n'est effectivement, et là je vous rejoins, qui n'est plus aimée, qui est de moins en moins, qui a été de moins en moins aimée, et qui ne l'est plus. Enfin, on le voit de plus en plus, et puis on focalise, on recentre énormément sur cette jeunesse. En tout cas, ici en France, c'est ce qui se passe. Myriam Bella, une réaction sur ces jeunesses, on peut dire, entre guillemets, de part et d'autre de la Méditerranée. Est-ce que c'est un sujet, vous, qui vous intéresse? Oui, bah, moi je me sens aussi concernée par ce qu'on vient de dire sur la jeunesse. Après, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, ma génération, qu'on essaie justement de mettre en tout cas des mots, en tout cas moi c'est certainement pour ça que je suis venue aussi au théâtre, des mots MOTS, peut-être sur certains mots MAUX, que la génération de mes parents, ont peut-être pas réussi à mettre, ils ont peut-être pas eu les outils, ils ont pas eu le temps, enfin voilà. Et ouais, j'ai l'impression qu'on essaie un peu aussi de faire bouger les lignes, on va dire, de poser quelque chose qui n'a pas eu le temps d'être déposé avant. De briser quelques tabous. Alors on parle des jeunes aujourd'hui, mais vous leur donnez quelque part un visage, une voix, une parole, parce qu'on les entend peu en général. En tout cas, ces jeunes dont vous parlez qui sont relégués, il y en a d'autres que l'on n'entend pas dans nos sociétés. Il s'agit des personnes âgées qui ont traversé la Méditerranée pour venir travailler en France, en Belgique notamment. Dans votre film, c'est le propos, Fejria Deliba. C'est l'histoire de Zagan, elle a 75 ans, depuis son arrivée en France, elle a jamais franchi la frontière de la cité dans laquelle elle vit. Elle a 11 enfants et un jour elle va recevoir une lettre mystérieuse qui lui annonce le décès d'un homme qu'elle a connu autrefois en Algérie. Il lui laisse un petit paquet. On va regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Dites une carte bancaire Mastercard proposée par la Banque Postale de nom. Et ça, c'est la vente pour l'accident de mon mari. Et si on partait en voyage pour mon anniversaire? N'importe quoi. T'as jamais dépassé les frontières de la cité? J'ai pas besoin de déplacer la frontière. Pourquoi faire? Ça me suffit comme ça. Maman, c'est Marcel. Je vais manger avec toi, là, je pas trop le temps. Maman? Laisse le message, comme ça je rappelle. Aïe. Non, c'est moi. Vas-y, double. Décroche. Il y a un truc grave, Qui fait qu'ils t'ont prêté 50 €? Il y a le taxi qui m'attend, je prends pas la carte. Quel est le problème exactement? Elle a disparu, c'est pas son genre. Non, ça j'ai compris, mais elle a laissé un mot, un message. Si, elle a laissé un mot. Ouais, c'est son style là. Elle a écrit, il y avait du couscous dans le frigo. Regarde, elle. C'est quoi ce film? Où tu l'as trouvé? Waouh, c'est toi ça? C'est qui ce type? C'est pas papa? On n'a pas le droit de fouiller des affaires de Mimi. Tu crois que papa était au courant? On devrait être content de savoir que notre mère a une histoire d'amour. D'une pierre deux coups, Fejria Deliba, on a beaucoup ri pendant la bande-annonce ici. Pourquoi est-ce que vous avez voulu redonner une voix, un visage à ces personnes? Parce qu'elles seront souvent en second plan au cinéma. Je le sais par expérience d'actrice aussi, puisque je suis comédienne. Et c'est souvent des femmes qui sont en arrière-plan. Donc c'est souvent la femme à la maison, plus ou moins qui souffre des histoires de ses enfants, en banlieue parisienne, en banlieue, toutes les banlieues de France. Et dans ce même espace, moi j'ai eu envie de raconter les choses de l'intérieur et de l'intime, c'est-à-dire d'amener les gens, de permettre aux spectateurs de rentrer à la maison en fait, de leur dire venez à la maison et vous allez voir que
les choses sont un petit peu les mêmes Alors on ne va pas partout tout dans le raconter, monde. mais ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, dès le début du film, dans les premières minutes, elle reçoit, on a entendu un de ses messages, elle a 11 enfants, elle reçoit quasiment un message de chaque enfant pour garder le petit, tu me fais le repas, j'arrive, je m'en vais, je repars. C'est hallucinant la charge de travail. Quand on dit mère au foyer, on a l'impression que c'est juste rapide. C'est ça, c'est une mère au foyer. Mais vraiment, alors selon vous, qu'est-ce que ça apporte justement de partir de l'intime pour mieux raconter au fond un fait de société? Parce que disons-le, c'est cela, beaucoup d'hommes, de femmes vont se reconnaître à travers l'histoire de cette femme. Pas droit à l'amour, pas droit au loisir. Oui, parce que souvent la place de la mère a été celle-ci, alors dans nos familles, mais encore aujourd'hui, même si la modernité évidemment s'installe de plus en plus, et heureusement. Mais c'est symboliquement la place de la mère. C'est-à-dire que j'ai voulu, avec cette famille, on va dire traditionnelle, avec cette famille nombreuse, représenter très clairement ce que c'était qu'une mère et quel était le meilleur moyen de montrer ce que c'était de représenter une mère, si ce n'est la représenter avec ces nombreux enfants. Et à partir de là, rentrer dans son intime et petit à petit amener les spectateurs vers autre chose, s'éloigner de cette famille d'origine maghrébine pour aller finalement, malgré eux, vers leur propre histoire. En tout cas, c'est Milou Dachaki qui incarne magnifiquement Zayan Milia. En tout cas, un jour, elle va se rebeller, elle en a marre, elle part. Il y a cette histoire fabuleuse de cette lettre qu'elle reçoit. C'est une histoire. On vous entend à la fin du film, vous dites au fond pourquoi maman n'aurait pas le droit, elle aussi, à des secrets, à une histoire d'amour. C'est cela que brise aussi comme tabou le film. Oui, moi, en fait, ce que vient de dire Fejria sur. C'est un film sur les mères. Moi, j'ai vraiment l'impression que le film, en fait, on démarre avec une mère et ça se termine avec une femme, tout simplement. Ouais, c'est vrai, c'est comment on commence, en fait. Voilà, on a la mère, on a le foyer, les enfants, les tâches quotidiennes. Et à la fin, on comprend que cette mère, ça a été une femme, une partie de sa vie. Qu'elle a eu une enfance. Qu'elle a eu une histoire d'amour, sauf que ses enfants, ils l'ont jamais soupçonné. Et ça, moi, je trouve ça génial et je trouve ça super touchant, quoi. Et ça nous rappelle. Alors, moi, je suis mère depuis pas très longtemps, du coup, ça fait 6 mois. Et ça me parle énormément, en fait. Je me dis, mais oui, c'est quoi la combinaison entre... C'est pas parce qu'on est mère qu'on n'est plus femme, et souvent, nos mères, elles ont été, mais bien souvent que mères, on les a vues que comme ça. Et là, ça remet aussi ça à cet endroit, cette personne, elle a aussi été une femme. Et ça parle à tout le monde. Tarek Abdallah, une réaction peut-être, vous n'avez pas encore vu le film, mais sur ce qu'on vient de voir, l'aperçu... donner un visage comme ça à ces personnes âgées? Je trouve ça très touchant, notamment le discours de Mariam sur le rôle de la mère dans la famille et que ça l'a touché particulièrement du moment où elle est devenue mère, etc. Moi, je crois beaucoup à la culture. Culture. Je crois vraiment que c'est par là qu'on réussira à faire vivre la spiritualité, à sortir d'une spirale de l'échec. Et je crois beaucoup dans le cinéma, le théâtre. Je crois beaucoup dans les jeunes musiciens. Il y a toute une émergence de cette jeunesse au Maroc notamment. Je crois beaucoup à la société civile, au mouvement associatif. Malheureusement, je pense que la jeunesse et la culture sont sortis des écrans radars, des partis politiques, des élus. Et ça n'est pas vrai qu'au Maroc. Mais au Maroc, c'est le roi Mohamed VI, la société civile, la jeunesse, les femmes qui font avancer la société. Une réaction peut-être à la culture, vous qui êtes oudiste de renommée internationale, est-ce que pour toute une partie de ces jeunesses se réapproprier un patrimoine arabo-musulman, berbère, est-ce que ça peut, selon vous, apporter quelques réponses justement aux souffrances actuelles? Tout à fait, et le plus important pour moi, c'est de régler ce problème des ruptures avec notre passé et notre tradition musicale. Par exemple, en Égypte, nous avons une rupture esthétique à partir des années 30-40, qui se transformait, devenue une vraie problématique avec Nasser en 1952, où on a condamné la musique d'avant d'élitisme et de musique de Bacha et de B, etc. Et je trouve ça dommage qu'on a aujourd'hui, on n'a pas gardé cette mémoire, et ce que par la transmission de cette musique, on veut aujourd'hui renouer avec notre passé. Et votre disque s'appelle Wasla, suite musicale égyptienne. On va écouter un extrait du morceau Kouch Ranks, c'est donc tiré de ce disque Wasla.
Tarek Abdallah, oui. Allez-y, je vous en prie. Je trouve ça, ce qu'il a dit au sujet du patrimoine, justement de la culture et de la civilisation arabe, et maghrébine et arabe au sens large, je trouve ça super important. Moi qui suis née en France, par exemple, j'ai l'impression que j'ai pas de lien. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'en fait, beaucoup de ces jeunes-là, lorsqu'ils regardent l'actualité, ils la voient comme d'ailleurs l'ensemble des citoyens des deux côtés de la Méditerranée, à travers un côté anxiogène, à travers le jeune terroriste qui passe à l'acte, il est d'origine un jour algérienne, un jour marocaine, un jour ça se passe en Égypte, donc il a une mauvaise image. C'est pour ça que je pose la question. Ahmed Rayat, oui. Oui, moi je voulais réagir sur le patrimoine arabo, musulman. Le Maroc a une longue tradition du vivre ensemble. Tout à fait. Les Marocains de confession musulmane, de confession... Pas qu'en Égypte aussi, jusqu'à depuis toujours. 1952. Et les métissages africains aussi, notamment, les racines africaines. Et les chrétiens européens et maintenant subsahariens. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on reste sur la nostalgie. Il faut qu'on fasse que ce passé glorieux de cohésion et de coexistence ait un sens aujourd'hui pour rebondir vers l'avenir. On a inventé un mot au Maroc, c'est rassemblance. Essayer de nous rassembler autour de ce qui fait qu'on se ressemble. J'aime beaucoup ce concept, beaucoup plus que le concept de tolérance qui est un peu... un peu dépassé, suranné. Tarek Abdallah, votre premier contact avec le oud, est-ce que vous vous en rappelez? Ah, très 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 bien. J'étais devant un film où jouait Farid El-Atrache, le roi de oud, et j'avais 12-13 ans, et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais hyper touché, et je voulais à tout prix jouer de cet instrument, mais pour réaliser ce rêve, il a fallu attendre 6 ans. C'était Alexandrie. C'était Alexandrie, voilà. Vous aussi, vous êtes formé notamment au chant marocain avec Saïd Chraibi et à la musique persane avec Darouche Talaï, paix à son âme, Saïd Chraibi, avec Darouche Talaï et la musique persane. En quoi, selon vous, est-ce important de créer des ponts justement entre les pays du Maghreb et ceux du Moyen-Orient? Ok, en fait, il y a une grande tradition comme ça, musicale, qui date je sais pas, de 7e ou 6e siècle, voire avant, qui lui lie la musique persane, turque et orientale au sens large du terme. Et on a beaucoup d'éléments en commun, comme la modalité, par exemple, une musique modale, il y a une richesse rythmique très importante, l'improvisation dans toutes ses formes, modalités est assez omniprésente, etc. Et donc, je trouve que ça donne une grande ouverture. C'est la rassemblance, en fait. Voilà, la rassemblance musicale. Voilà. Et ça, c'est culture aussi, c'est l'éducation. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec M. Saïd Chraibi, qui, lui, maîtrise aussi l'art de oud égyptien par cœur, et maîtrise aussi la musique indienne, la musique persane, etc. C'est là où je me suis rendu compte qu'il faut vraiment s'ouvrir au monde. Alors vous, vos mots MOTS, ce sont des notes musicales, mais pour autant l'Égypte est un pays arabe, plutôt anglophone, vous parlez parfaitement le français. Quel est votre rapport à cette langue? Rien, j'ai appris le français ici en France en fait. Voilà. Je suis arrivé en 2001, je parlais même pas seulement français. Mais aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, cette langue? En fait, j'ai fait mon master et je suis sur le point de terminer ma thèse, et donc ça c'est devenu plus ou moins ma deuxième langue maternelle. Alors, vous allez comprendre où je veux en venir, je le dis un peu avec un sourire. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais il s'avère que l'homme qui est à côté de vous, sociologue, anthropologue, est beaucoup inspiré par Martin Luther King, par notamment Gandhi aussi, mais aussi en France par le grand humoriste Coluche, décédé il y a un peu plus de 30 ans, et par un certain, je n'ai pas fait exprès, mais Daniel Balavoine. Et il s'avère que Fejria Deliba, vous donnez la réplique à Daniel Balavoine dans une chanson devenue culte, l'Aziza. Et je vais vous dire pourquoi on vous voit dans ce clip. C'est vrai, c'est vrai qu'il est inspiré par Daniel Balavoine. Mais je vais juste vous citer quelques paroles quand même de ce clip. Vous devez vous en souvenir, vous devez sans doute la connaître par cœur. Et quand tu marches le soir, ne tremble pas, laisse glisser les mauvais regards qui pèsent sur toi. L'Aziza, ton étoile jaune, c'est ta peau, tu n'as pas le choix. Plus de 30 ans après, cette chanson date de 1985, 31 ans exactement. Plus de 30 ans après, quel regard portez-vous justement sur le regard que certains jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, vivent de ce côté-ci de la Méditerranée? Est-ce que ça a changé ou pas beaucoup? Non, ça n'a pas changé en fait. Et c'est ce qui est troublant, c'est que ça aurait dû, c'était un moment où ça commençait à avancer. Et curieusement, en fait, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ça veut dire que ça a reculé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. En quoi ça a reculé? Vous voulez dire perte de repère, crispation de part et d'autre? Je veux dire, il ne s'est rien passé Enfin, je veux dire, c'est de pire en pire. C'est pas possible. Cette chanson, quand Daniel l'a écrite,
l'a écrite et que le clip devait se faire, et il le disait lui-même, il avait envie que le réalisateur, il avait envie de faire ce clip à condition qu'il ait quelque chose de naïf et beaucoup d'humour aussi, pour que les enfants aussi puissent le voir, parce qu'il estimait que il y a un moment où les enfants ont leur propre regard et sentiments et peuvent se fabriquer une pensée. Ouais. Ce clip, effectivement, représente ça. C'est pour ça qu'il est indémodable. Et ça fait d'ailleurs écho à l'actualité avec toute la crise des migrants que l'on connaît, sans faire de confusion, mais parce qu'en fait, Daniel Balavoine avait peur que son épouse de l'époque, qui était française, d'origine juive marocaine, il avait peur en fait qu'elle soit expulsée parce que commençait à naître en France un sentiment xénophobe. Ahmed Rayad, vous avez été l'un des co-organisateurs de ce qu'on a appelé, à mauvais escient d'ailleurs, la marche des beurs, qui était la marche pour l'égalité. Voilà, un des marcheurs. C'était l'intitulé la marche pour l'égalité et contre le racisme. Ouais. Qu'est-ce qui a échoué selon vous en France? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est là? On sait qu'il y a une vague de chômage, désindustrialisation. Comment expliquez-vous qu'on en a encore aujourd'hui à se poser des questions sur le vivre ensemble? Oui, exactement. Se poser des questions sur le vivre ensemble. Moi, je vous rejoins complètement. On n'a pas avancé. Depuis l'époque de Balavoine, où il lançait une alerte, je pense même qu'on a reculé. Oui. Et si je pouvais citer une phrase, je dirais la phrase d'un jeune de Casablanca, une vingtaine d'années, à qui je disais, mais comment un jeune de 20 ans peut avoir envie, entre guillemets l'envie, de se suicider, de mourir et d'entraîner dans sa mort des innocents? Et il m'a répondu une phrase en dialecte, Ahmed, un ami, Ahmed, je suis mort depuis si longtemps dans ma tête. Il faut tenir compte de ça. C'est de là qu'il faut travailler. Mais ça veut dire, je veux dire, par exemple, prenons aussi l'Égypte, où on sait qu'il y a quand même une pauvreté. Vous pensez que ces questions économiques et sociales, elles sont urgentes aussi, qu'il faut les résoudre? C'est l'un des ingrédients, si je puis dire, pour résoudre aussi la violence et le passage à l'acte radical. Tout à fait, tout à fait. Il faut améliorer les conditions économiques, etc. Il faut revenir aux 3 demandes de base pour la révolution de 2011, donc égalité et... égalité et dignité. Dignité, etc. Et liberté, avant tout. On n'a pas beaucoup de liberté en Égypte, et ça cause problème. La jeunesse est plus ou moins opprimée, et on n'a pas beaucoup d'espoir. Donc c'est très important aujourd'hui de changer la donne, et heureusement il y a des gens sur place aussi qui essayent de diffuser la culture et l'amour. Mais là, la marche pour l'égalité contre le racisme, vous n'avez pas connu. Est-ce que c'est j'en ai entendu parler. Bien sûr, vous ne l'avez pas connu. Vous n'étiez sûrement pas dans le cortège, bien entendu, il y a plus de 30 ans, mais vous en avez entendu parler. Comment est-ce que vous suivez en fait cette évolution, bien entendu? C'est marrant, ce que disait Fejria et puis Ahmed. En fait, on a Samir, un des comédiens qui est aussi dans le film. J'ai été revoir un film qui était sorti, dans lequel il a tourné dans les années 90, qui s'appelle Malik le Maudit. Qui se passe dans une cité où c'est des jeunes, et son personnage, il galère pour trouver du travail, il veut rentrer en boîte, il peut pas parce qu'il a pas le bon costume, ils sont vieux. Et en fait, on regardait le film, et à la fin du film, on s'est dit, mais ce film, on pourrait le refaire aujourd'hui. Exactement. Et il a été fait il date des années 90. Donc c'est vrai que le constat, c'est que est-ce que vous faites un lien sociologique entre une corrélation entre cette relégation et la bascule, enfin en tout cas le retour du fait religieux, qui d'ailleurs ne concerne pas que les musulmans. On constate un retour du fait religieux chez les Français de confession juive, plus jeunes aussi, chez les chrétiens aussi d'ailleurs, chez certains jeunes. Est-ce que vous faites un lien ou pas forcément? À l'époque de la marche des beurs, puisque maintenant elle est connue sous ce vocable-là, 9 jeunes sont partis de Marseille, notamment des jeunes des Minguettes. Ils étaient 9, on s'est retrouvés à 150 000 à Montparnasse à l'arrivée le 3 décembre. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui on réussirait à faire le même parcours. Mais vous avez raison. À l'époque, on nous appelait les Maghrébins de France, ou les Beurs, ou les jeunes issus de l'immigration. Aujourd'hui, on désigne les gens par leur appartenance religieuse. Exactement. Ça, c'est un signe. Musulmans, juifs, chrétiens, mais pas dans un souci de rassemblance, ou de ressemblance, ou de vivre ensemble. On fait des catégories. Et je pense que ce qui manque le plus, c'est pas les religions, c'est la spiritualité, c'est le contenu. C'est ce qui fait qu'une religion aide à vivre ensemble. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dimanche prochain sur TV5 Monde. En attendant, les coulisses de cette émission et plus de contenu sur les réseaux sociaux. Thank you.